Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Levée de l'immunité de Khalifa Sall. Les députés non inscrits et ceux du groupe du PDS font bloc autour du maire de Dakar. Ils dénoncent une procédure bâclée et annoncent l'internationalisation du combat marché central de Rufisque. Le projet d'or de la municipalité ne séduit pas les commerçants. Ils fustigent l'opacité du projet et parlent de menaces pour leur commerce. Et puis horreur à Diamaguène, Sicap Mbao, l'imam du quartier Darou Salam, a été retrouvé mort égorgé. Une découverte macabre qui a plongé le quartier dans les mois. Également au menu, la page internationale et la revue de la presse africaine. Merci de vous joindre à nous. Affaire Khalifa Sall, l'opposition parlementaire se mobilise pour le respect des droits du maire de Dakar. Les députés non inscrits et ceux du groupe Liberté et Démocratie ont rencontré la presse cet après-midi pour dire leur volonté d'internationaliser le combat. Une tournée est aussi annoncée dans les différentes localités du pays. Nous y reviendrons avec le reportage de Abdou Khoudous Diallo. Restons avec cette affaire Khalifa Sall, un expert financier pour fouiller la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, notamment durant les mandats de Mamadou Diop et Pape Diop. C'est ce que les avocats de Khalifa Sall réclament au doyen des juges d'instruction, une requête qui n'a aucune chance d'aboutir de l'avis du juriste et analyste politique Ludovic Rosner. Selon lui, une telle démarche n'arrange pas le pouvoir. C'est un reportage de Mamou Gassama. Décidés à démontrer que leur client est un otage politique, les avocats de Khalifa Ababakar Sall ont introduit une requête pour demander au doyen des juges de désigner un expert financier pour fouiller les anciens maires Mamadou et Pape Diop. Selon l'analyste politique Ludovic Rosner, l'État ne va jamais accepter cette demande. D'abord, pour mobiliser une telle commission, ça sera extrêmement difficile. Parce que ce ne sont pas les avocats qui décident. Le problème des avocats, ils ont raison d'ailleurs, c'est que l'injustice, c'est que on est en train de reprocher à Khalifa Sall, c'est que tous les maires du Sénégal ont fait. Les faits sont constants depuis l'indépendance du Sénégal. L'objectif politique, c'est de faire de sorte que Khalifa Sall soit condamné et qu'il ne soit pas candidat aux élections présidentielles. Les avocats eux-mêmes savent que le gouvernement n'acceptera jamais une telle procédure. En outre, le maire de Dakar se dit favorable, selon ses conseils, à la publication de la liste des bénéficiaires de la caisse d'avance, ce qui, selon l'analyste politique, ne va pas blanchir juridiquement le maire de Dakar. La publication de cette liste-là, c'est une solution politique. Elle n'est pas judiciaire. La solution judiciaire, c'est de dire « je n'ai pas touché à l'argent » ou alors « j'ai touché à l'argent et voilà des justificatifs valables ». Voilà ce qu'on peut dire sur le plan judiciaire. Mais montrer que l'argent a été donné à un ami de Macky Sall, à un ministre, comme l'ont dit certains d'ailleurs, bon, d'accord, ça va les accabler, mais ça ne règle pas la question de Khalifa Sall. Judiciairement, non. D'après Ludovic Rosner, les défenseurs de la tête de liste de Manko Tahaou Sénégal doivent aider leurs clients à prouver son innocence, car tôt ou tard, la commission ad hoc lèvera son immunité parlementaire. S'ils répondent ou qu'ils ne répondent pas, l'immunité parlementaire sera levée. Vous pensez que 3 avocats peuvent empêcher 115 députés de lever l'immunité parlementaire? Non. On veut retarder, c'est normal, c'est des avocats. Hein? Mais nous savons tous que, je ne parle même pas de la coalition, l'APR est majoritaire à l'Assemblée nationale. Les avocats doivent faire de sorte qu'il soit blanchi. Ils doivent démontrer qu'il est innocent. L'analyste de conclure, Khalifa Ababakar Sall ne doit jamais aller à l'Assemblée nationale sans se faire blanchir auparavant. Nous vous l'évoquions au titre marché central de Rufisque. Les commerçants disent niet au projet carré d'or des autorités municipales. En assemblée générale, ce jeudi, ils ont fustigé ce projet de 28 milliards. Selon eux, ce projet va hypothéquer leur commerce. Leur porte-parole, Mohamed Diopouba, explique au micro de Najib Sagna. On a entendu M. Boubacar Albendoy dire qu'il a déjà cherché des sites de recasement suite au projet carré d'or. Alors que depuis lors, on n'a aucune réunion avec lui pour chercher des solutions préalables à ce projet. Depuis lors, Albendoy ignorait de rencontrer les commerçants,
comment il peut ignorer à rencontrer les commerçants et chercher des sites de recasement sans aucun consensus préalable avec ces derniers? Donc je crois qu'Albin Ndoye, il est en train de se tromper lui-même à travers ce projet Carré d'Or. Aucune concertation avec les commerçants depuis la réunion de la préfecture avec le préfet. En tout cas, on est prêt à faire tout. En tout cas, Albin Ndoye, il est là maintenant pour se moquer des commerçants, ça veut dire ça. Et ça ne passe pas. Donc il n'a qu'à se ressaisir et à venir vers nous pour discuter avec nous, pour au moins chercher un consensus général avec les commerçants. Renvoyer des salles de classe, les étudiants orientés par l'État dans les universités privées sont dans tous leurs états. Ils étaient ce jeudi dans les locaux du groupe Walfadjri pour manifester leur colère et pousser le gouvernement à respecter ses engagements. El Khairi Aïdara leur a tendu son micro. Ils sont des centaines d'étudiants orientés par l'État dans des universités privées de la place à avoir convergé vers les locaux du groupe Walfadjri. Pour cause, l'État peine à honorer ses engagements vis-à-vis de ses établissements privés et cette situation indispose ses étudiants. Nous sommes des étudiants du privé orientés par l'État depuis le mois d'avril et jusqu'à présent, ils ont encore versé aucun sou concernant notre formation. Et avant-hier, on s'est levé et nos dirigeants nous ont mis dehors. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus supporter cette charge-là. Parce que depuis lors, c'est eux-mêmes qui ont aussi se débrouillé avec leurs propres moyens pour pouvoir financer nos formations jusqu'à là. Et ce n'est pas du tout normal. Lorsqu'il nous a orientés dans les établissements, on a eu à parler notre directeur. Moi, personnellement, j'étais devant le directeur. Il nous a donné des papiers, des documents signés par le ministre de l'Enseignement supérieur qui note bien qu'au mois d'avril, il allait verser une somme de 25% à l'établissement. Et il n'a rien versé. Au mois de mars, il devait aussi verser une somme. Il n'a rien versé. Au mois de septembre, il n'a aussi rien versé. Ce qui fait une somme de 50% qu'il n'a rien du tout versé. Honorez vos engagements, ne sacrifiez pas nos études sont entre autres slogans écrits sur les pancartes, brandis par ces étudiants. Ils exhortent le gouvernement à être en règle avec les universités avant que le pire ne se produise. Et on avait même écrit des demandes et des rappels au gouvernement et jusqu'à présent, ils n'ont pas réagi. Et là, on va les donner un bref délai. Auparavant, on a essayé de voir avec nous les moyens forts. On a d'abord essayé de voir notre directeur pour voir quel était le problème. Ensuite, on est allé vers le ministère de l'Éducation. Après le ministère de l'Éducation, on est allé vers le directeur des études. On l'a parlé, on a écrit des lettres. Il nous a rien dit. Il nous a utilisés comme des enfants. Juste nous dire des aléas et retours, de venir et de retourner. Il n'a rien fait. Ce qui fait qu'on est là dans cette situation. Ce qui fait que cette situation pourrait être évitée si l'État nous avait écoutés avant que les directeurs nous fassent sortir. Parce qu'on l'avait dit. Pour de quoi ils se feront entendre, advienne que pourra. Moi, je dirais tout simplement que nous, on a nos propres moyens. Et quand le moment sera venu, eux, ils vont nous voir. On n'a pas travaillé jusqu'ici, avoir notre bac pour rester là sommé à ne rien faire. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation-là. Alors ils n'ont qu'à assumer. Sinon, on va leur faire assumer. Déguerpis des classes, les étudiants orientés dans des universités privées sont dans tous les États. Ils se disent prêts à tout si toutefois l'État refuse de payer leur scolarité. L'actualité, c'est aussi ce drame à Diamaguène Sicap Mbao. Un imam du nom de Mbaye Diop a été égorgé au quartier Darussalam. Son fils atteint de troubles mentaux serait l'auteur du crime. Une enquête a été ouverte. Autre drame, celui de Missira, dans cette localité du département Toumbaké. Mam Cheikh Mbaké Dia, habitant de Touba-Guet, s'est donné la mort en s'immolant par le feu. La gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter de découvrir les raisons qui ont poussé Mam Cheikh Mbaké Dia à commettre un tel acte. Une maison et une école coranique réduites en centre, c'est le bilan d'un incendie au quartier Madina de Louga. Il s'agit du deuxième incendie enregistré dans ce quartier après celui d'avril qui avait emporté une dizaine de maisons. Khady Sow, une des victimes, témoigne au micro de Omar Kairé. jullit bu nekk la wax li ko leer léegi dama taal sama añ si rosi ba pare ma tegg samay jën teg moo toog ba si yàgg dama dégg tef bi laa dégg
J'étais en train de préparer le repas de midi. Il y a un moment où je n'étais pas dans la cuisine et j'ai entendu une explosion. C'était la bonbonne de gaz. En ce moment, je ne pouvais pas aller l'éteindre parce que j'avais peur. Ainsi, la maison a commencé à prendre feu. J'ai crié pour que tout le monde sorte de leur chambre parce que le danger était réel. Nos voisins sont venus nous secourir pour maîtriser le feu. Mais le coup était déjà passé. Quelques minutes après, les sapeurs-pompiers et la police sont arrivés sur le lieu et les soldats du feu ont éteint l'incendie. On a tout perdu parce que les flammes ont tout emporté. Je vous le disais en début de journal, l'affaire Khalifa Sall, l'opposition parlementaire se mobilise pour le respect des droits du maire de Dakar. Les députés non inscrits et ceux du groupe Liberté et Démocratie ont rencontré la presse cet après-midi pour dire leur volonté d'internationaliser le combat. Une tournée est aussi annoncée dans les différentes localités du pays. Modou Diagne Fada, que nous écoutons au micro de Abdou Khoudous Diallo. Nous tenons à vous informer des faits et actes ci-dessus qui sont constitutifs de violations délibérées et répétées des droits de notre collègue, le député Khalifa Ababakar Sall, notamment de la violation de son immunité parlementaire et de la violation de ses droits par l'Assemblée nationale. Les députés du groupe des non-inscrits, avec ceux du groupe Liberté et Démocratie, apportent leur total soutien à l'honorable député Khalifa Ababakar Sall et dénoncent la cabale politique dont il est la victime avec la complicité de la majorité parlementaire. Au vu de ce qui précède, les députés de nos deux entités, membres de la commission ad hoc, ont décidé unanimement de la quitter. Et solidairement, nous rejetons par avance le terrorisme d'État qui cherche à discréditer par l'arbitraire un acteur politique clé du système politique de notre pays. Nous allons poursuivre le combat partout où le besoin se fera sentir. Nous irons informer d'abord nos mandants à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, les chancelleries représentées au Sénégal, les parlements sous-régionaux et l'Union internationale des parlements sur les dérives attentatoires aux droits et libertés du parlementaire Khalifa Ababakar Sall. Autre aspect de l'actualité à Kébémer, la municipalité de Thiépa a accueilli un forum économique en présence d'une bonne partie de ses partenaires. Cette rencontre a pour but de réfléchir sur les axes qui mènent vers le développement de cette commune. La correspondance de Omar Kairé. La commune de Thiépa veut jouer sa partition dans le PSE, Plan Sénégal émergent. Pour ce faire, Mohamed Dia, l'édile de la localité, a regroupé ses partenaires autour d'un forum économique pour échanger sur les potentialités de cette zone. Les collectivités locales ne peuvent pas réussir leur mission toutes seules. C'est pourquoi notre municipalité, en collaboration avec l'ONU, a regroupé tous ses partenaires et la population pour réfléchir sur le chemin à prendre pour l'essor de la commune. Cette rencontre a été une tribune pour nous d'évaluer notre travail en tant qu'élus, mais également de dégager des perspectives. L'apport de cette commune dans le PSE passera par l'économie locale. Même si Thiépa a joué un rôle majeur dans l'autosuffisance en oignons et en pommes de terre, des efforts restent à faire dans d'autres secteurs.
raison pour laquelle le maire sollicite l'accompagnement et l'appui des partenaires. Si aujourd'hui le Sénégal a atteint l'autosuffisance en riz et en pommes de terre, c'est grâce à TIEP. Nous avons joué un rôle majeur dans la politique agricole de l'État et nous pensons que cette performance doit être connue par tous pour servir d'exemple. C'est vrai que des efforts restent à faire dans d'autres secteurs. Heureusement, certains de nos partenaires ont pris l'engagement de nous aider pour la prise en charge des préoccupations prioritaires, à savoir la réalisation de pistes rurales et l'électrification des villages. Pour ce dernier point, le PUDC a pris des engagements, mais surtout nos partenaires espagnols qui envisagent d'éclairer 87 villages de TIEP qui n'ont pas toujours de courant. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, l'un des principaux partenaires, s'engage à appuyer cette localité durant tout le processus. Ce sont les secteurs dans lesquels la localité regorge des potentialités, des richesses qu'il s'agit ici de valoriser. Donc en fait, c'est de les accompagner, c'est renforcer les capacités dans l'animation économique, dans la mobilisation en fait de tous les acteurs, la mise en synergie, en cohérence de toutes les énergies. La commune de TIEP se trouve au nord de Kébémer, à une trentaine de kilomètres. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Place maintenant au reportage du jour sur l'occupation anarchique de l'espace public. Le phénomène perdure dans la capitale malgré les dangers que cela représente. Souvent pointés du doigt, les marchands ambulants se défendent. Ils se disent dans l'obligation d'occuper ces lieux parce que n'ayant pas de place fixe. L'occupation des abords des stations d'essence, une autre menace pour les personnes qui ont érigé leur commerce ou diverses activités, même s'il est établi qu'il y a un danger réel, dont la manipulation de produits inflammables ou de s'en approcher. Les personnes rencontrées sur les lieux soutiennent en être conscientes, mais n'ont pas le choix, puisque ne disposant pas d'autres endroits. On n'a pas le choix, on est obligé d'être au niveau des trottoirs pour écouler nos marchandises. Rester sur le trottoir n'est pas gage de sécurité. On préférerait avoir nos places pour écouler nos marchandises. Amul sécurité. Mais il n'y a pas assez de sécurité restée aux abords de la route, mais vu le contexte de chômage, on est obligé de faire le petit commerce. C'est ce qui explique juste cette situation. Bon, bu fekkee ne taamuwuñu mën nañ jël seen benn taabal teg ci mbedd mi. Face à ces conditions de travail qui n'épousent aucune règle de sécurité, l'État est alerté. État bi dañ leen war a jàppale waaw ñu mën a jógee ci territoire yi. Ki fi nekk jiite ñu muy ko wax président koy ñaan yàlla rek mu gëstu ñu. L'État doit remédier à cette situation le plus rapidement possible parce que nous, les petits commerçants, on n'est pas complètement à l'abri avec l'occupation des trottoirs. L'État doit trouver où reloger ces petits commerçants des zones favorables au commerce et afin que ces derniers ne dérangent pas les populations. L'incendie du parc Lambaye doit interpeller les populations sur les dangers qui peuvent les guetter, tant dans la manipulation de produits inflammables, l'installation anarchique de commerce sur les voies publiques ou encore les branchements clandestins effectués sur l'électricité. Une triste nouvelle qui vient de nous parvenir. La communauté mouride en deuil. Serigne Bassirou Bara Mbacké, jeune frère du Khalife, a été rappelé à Dieu ce jeudi vers les coups de 17h. Serigne Bassirou Bara était présenté comme le potentiel successeur de Serigne Sidi Makhtar Mbacké. Sa dernière sortie remonte à la cérémonie officielle du dernier Magal. À présent, la page internationale qui nous mène en Birmanie, au Tchad, mais nous démarrons par la RDC où les violations des droits de l'homme persistent selon l'ONU. Le récit est signé Issatine.
La MONUSCO a recensé dans un communiqué publié ce jeudi sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo 704 violations en octobre contre 644 en septembre et 441 en août, soit une augmentation de 60% en 2 mois. Ainsi, au moins 56 personnes sont mortes, dont 52 par balle dans des manifestations entre avril et octobre. Du coup, les Nations Unies regrettent l'augmentation du nombre de violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le président tchadien Idriss Déby Itno a mis fin aux fonctions de Christian Georges Diguimbay, ministre des Finances, du Budget et le secrétaire d'État aux Finances, selon un décret lu à la télévision publique. Les deux ministres remerciés auraient été en conflit ouvert avec le trésorier payeur général après que ce dernier a été suspendu de ses fonctions et exigé d'être réhabilité. Cependant, le texte ne donne aucune raison officielle à cette destitution qui a suscité des interrogations et spéculations dans la presse locale. Un accord a été signé ce jeudi entre la Birmanie et le Bangladesh pour le rapatriement des Rohingyas. Le Bangladesh va devoir envoyer des formulaires remplis par les réfugiés qui précisent leur adresse en Birmanie et une décharge disant qu'ils reviennent volontairement dans leur pays. Selon le ministère de l'Information birman, la Birmanie acceptera ceux qui pourront présenter des documents d'identification délivrés dans le passé par le pays. Dans l'actualité sportive, classement FIFA du mois de novembre, les Lions classés numéro 1 en Afrique. Au plan mondial, les hommes de Aliou Cissé réalisent une belle performance en quittant la 32e place pour se hisser à la 23e place, un rang jamais atteint par le football sénégalais. Puis championnat professionnel de football, un fait inédit va se produire dans la Ligue 1. La Ligue Pro a en effet décidé de démarrer le championnat avec une journée amputée d'un match, une situation due au conflit entre dirigeants du Guédiawaye Football Club, mais que déplorent les acteurs. Les explications de Nafia Marfal. Jamais dans l'histoire du football sénégalais, un fait pareil ne s'est produit. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on démarre une saison avec une première journée amputée d'une affiche. Le match GFC Teungueth FC est reporté. D'ailleurs, on risque d'amputer pour chaque journée un match si rien n'est fait. Une situation qui ne plaît guère à Guédiawaye Football Club, dont la crise du club est la raison du report. Encore moins les autres clubs qui se disent étonnés face à cette décision. Que dire de la Ligue professionnelle et de la Fédération sénégalaise de football? Les deux instances sont au courant de la situation de GFC depuis des mois. D'ailleurs, elles ont reçu pas mal de courriers des deux parties qui sont toujours restés sans réponse. Des questions se posent alors. Pourquoi démarrer un championnat alors qu'on risque de reporter un match à chaque fois que GFC devra jouer? Ne fallait-il pas résoudre cette crise avant de démarrer la saison? Quelle décision la Ligue Pro va-t-elle prendre au soir du 24 novembre, c'est-à-dire demain, date butoir du protocole liant l'association GFC et la société Diapo SA? Des questions auxquelles la Ligue Pro devra nécessairement apporter des réponses ce soir lors de son point de presse. Une chose reste claire, des faits de l'amateurisme sont toujours visibles dans le football professionnel du Sénégal. Nafia Marfal, on en vient à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Cissé. Bonsoir. Démarrons avec IZF. Le site ivoirien nous mène au Tchad et annonce que N'Djamena s'inquiète des rébellions qui s'agitent à nouveau aux frontières du pays où depuis plusieurs mois des groupes politico-militaires au sud de la Libye et à l'ouest du Soudan tentent de se fédérer pour renverser le président Idriss Déby Itno. Et le site de rassurer, je cite, officiellement tout va bien. Le ministre de la Défense tchadien, contacté par l'AFP, assure n'avoir mis en place aucun renforcement militaire spécifique ces derniers mois et que l'armée tchadienne continue ses efforts dans ses frontières. Poursuivons avec Jeune Afrique qui revient sur la crise anglophone au Cameroun et annonce que le SDF lance son blocus de l'Assemblée nationale. À en croire la rédaction du site, la crise anglophone s'est invitée jeudi à l'Assemblée nationale camerounaise. Les députés du social-démocratique Front SDF, parti membre de l'opposition, ont provoqué la suspension de la
la séance en réclamant l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la situation dans le nord-ouest et le nord-sud du pays. Ici, Lomé.com, de son côté, rapporte que le bras de fer entre les forces de l'ordre et les vendeurs du carburant illicite sur le lac Togo dans le canton de Togoville est loin de finir. Ce jeudi matin, les forces de l'ordre ont encore fait parler d'elles à Bandoubé. Elles ont tiré à balles réelles sur les populations de cette contrée, ajoutent nos confrères. Parlons à présent des élections locales 2017 en Algérie. El Watan titre un mandat dans un contexte de crise. En effet, selon les journalistes algériens, les partis et les candidats indépendants engagés dans cette compétition électorale qui ont eu l'occasion de s'adresser aux électeurs pendant 3 semaines de campagne attendront le verdict des urnes qui sera connu au plus tard vendredi matin. Après Algérie, direction Nord Mali avec Maliweb qui souligne les députés allemands divisés sur la mission au Mali. Le gouvernement d'Angela Merkel réclame au Parlement de prolonger le mandat des soldats allemands au sein de la MINUSMA de 3 mois supplémentaires jusqu'au 30 avril 2018. Les débats étaient animés et seuls 2 partis à l'extrême gauche et l'extrême droite appellent à ne pas voter la prolongation de la mission allemande au Mali. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir suivis. Votre rendez-vous du jeudi Dîner ak Diamano, c'est à 21h avec Ousmane Sen. Émission que vous pourrez également revoir en replay sur notre site walfnet.com. Excellente soirée à tous.